cette réunion, c'est une réunion de l'appel qui a été lancé sur les retraites pour une réforme de progrès social et de civilisation et pour le retrait du projet actuel, ça critique, mais pour mettre quelque chose d'autre à la place. Alors, d'abord, je vous remercie à tous d'être là. Je remercie nos invités d'être ici et je les présente les unes après les autres. Donc, Sophie Binet de l'UGICT, Jean-Marc Canon. Alors, chacun n'a pas signé nécessairement en tant que tel, mais je présente vos appartenances ou... Voilà. C'est vous qui me dites comment vous sentez. Donc, Jean-Marc Canon, qui est premier responsable de la CGT Fonction Publique, Benoît Tess, qui est premier responsable de la FSU, donc toute la fédération avec le SNES, le SNESUP, le SNIPP. Tu vas en oublier. Oui, mais bon, le SNEP, tout ça. C'était le bon tentaculaire. Bon, d'accord. Donc vous voyez la diversité. Denis Durand, qui est directeur d'économie et politique, économiste, mais qui est aussi syndicaliste à la Banque de France, donc il devra s'absenter tout à l'heure parce qu'il y a la lutte en cours à la Banque de France. Et puis tout à l'heure, on inversera des cheminots, camarades de la RATP, sociologues, démographes, Arthur Jattot, économiste atterré, ils viendront et on inversera. Alors, voilà. Cet appel est très très large. Les signataires, vous avez vu l'appel, on l'a édité, avec une liste de signataires qui permet, qu'on a extraite un peu, qui permet de voir la diversité. Hein. Mais je le redis, outre les organisations dont on a parlé, il y a aussi des syndicalistes, beaucoup du CESE, mais par exemple, Hélène Adam n'a pas signé en tant que son organisation, mais c'est la représentante au CESE de Sud. CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Véronique Bernet-Roche n'a pas signé en tant que telle, bien sûr, mais elle est la représentante au CESE, une des représentantes de la CGC et de la Fédération chimique et la fédération du président de la CGC. Elle sait très bien ce qu'elle a signé. Bon, aujourd'hui, il y a une séance du CESE que moi je sèche, mais elles y sont. Hervé Le Boulaire, qui était d'ailleurs engagé écologique, qui est aussi membre du CESE, du groupe environnement, a signé, à titre personnel. On a un vice-président du CESE aussi qui a signé. C'est pas un hasard, j'y reviendrai, si autant de gens du CESE ont signé. On s'est mangé, pour la petite histoire, 2 fois Édouard Philippe qui vient nous présenter dans le grand hémicycle du CESE, qui est l'endroit des forces vives de la nation, où il y a les associations, les organisations syndicales, les organisations patronales, les organisations de jeunesse, sans pouvoir lui répondre, Édouard Philippe, qui nous présente 2 fois sa réforme dans ce qu'on appelle pourtant le lieu du dialogue social. Jacques Pasquier de la Confédération Paysanne a signé avec sa coprésidente, c'est une camarade à lui aussi, ils ne sont pas coprésidents mais qui est aussi dirigeant de la Confédération Paysanne. Donc un vice-président du CESE, Jean-François Natton. Les 2 coprésidentes du planning familial, Véronique Seyé et sa collègue dont j'ai oublié le nom. Un gilet jaune aussi très engagé dans le sud, dans le mouvement gilet jaune, a signé. Le président de la JOC, Benjamin Hamar, qu'on connaît sur les plateaux pour les uns et les autres. Un certain nombre d'intellectuels dont Roland Gori. Des économistes, il y a Arthur Jattot qui est ici, économiste atterré, il y a Anaïs Engel qui a participé à la table ronde, il y a aussi Philippe Batifoulier qui est un des spécialistes français de la protection sociale, aussi économiste atterré, qui a signé, Gilles Perrier, celui qui a fait le fameux documentaire sur la sociale et sur Ambroise Croizat, a signé, de même que Michel Étiévant, le biographe d'Ambroise Croizat, donc beaucoup d'économistes, presque autant de sociologues, 2 ou 3 de moins, comme je suis économiste, j'aime bien taquiner les sociologues. Mais peut-être qu'en cherchant bien, il y a des économistes sociologues, donc il y en a autant. Des créateurs aussi, j'ai dit Gilles Perrier, Julie Malle, et des responsables politiques. J'en suis moi-même un, tout en étant économiste. Mais on a aussi Jacques Bouteau, qui est le maire EELV du 2e arrondissement. On a Nicolas Bonnet, qui est élu communiste de Paris, Didier Le Reste, enfin, j'en oublie. Forcément, c'est la loi du genre, mais c'est pour montrer. Alors, j'essaye d'aboutir vite. La démarche de l'appel. Il est venu tôt, l'appel, et je remercie tous ceux qui ont accepté de signer dans les conditions où on était, mais c'est ça la bataille. Et je pense qu'il a beaucoup aidé à ce qu'on commence à se parler et qu'on commence à réfléchir en prenant aussi de l'avance. Parce que il est venu tôt, et ensuite il y a eu un autre appel des forces de gauche, dont je vais dire un mot. Notre appel, il développe beaucoup l'idée d'alternative. Parce qu'on pense que c'est très important, pas seulement d'affirmer la possibilité alternative, mais de commencer à les décrire, à réfléchir dessus. Enfin, c'est ce qu'affirme l'appel. L'appel des forces de gauche qui existe et qui est absolument nécessaire, il affirme que
un arc important de force de gauche est pour le rejet et dit qu'il y a des possibilités de faire autre chose. Et c'est très important face à un pouvoir qui prétend jouer sur la division en termes d'alternative politique. Mais une fois qu'on dit qu'il y a quelque chose de possible, quoi? Et vous avez peut-être vu Édouard Philippe dimanche qui dit il n'y a aucune proposition, ce qui est déjà un mensonge puisque vous le savez bien, dans la période des 2 ans où vous avez rencontré Delevoye, vous avez, j'en suis certain, et je l'ai lu, soumis des propositions, mais en tout cas il faut occuper ce terrain, développer des propositions précises, et je pense qu'il faut organiser le dialogue avec les appels qui existent. Élever le niveau de conscience, de compréhension des enjeux, parce qu'en réalité, moi ce que je vis, mais peut-être vous aussi, c'est ce que souhaitent les gens. Il y a une envie. Parce que on est d'autant mieux contre quelque chose qu'on voit ce qu'on peut faire à la place de ce qui existe. Si on ne voit pas ce qu'on peut faire, on est dans le moindre mal, on compense un peu ce qui existe, et voilà. Et donc, vraiment, pour renforcer la bataille pour le retrait, les contre-propositions sont, à mon avis, très importantes. Et puis, l'appel, c'est aussi l'interprétation politique. C'est d'ailleurs une autre façon de faire de la politique. Hein, parce que c'est pas l'idée qu'il y a le mouvement social d'un côté qui, ne dialoguant pas avec les politiques, peut du coup se faire avoir, mais c'est pas le mouvement social enrôlé dans la politique, et la politique qui disait au mouvement social de se taire sous prétexte d'union. Non, nous disons, la politique ne doit pas se faire à la place des contenus, et nous interpellons, c'est écrit dans l'appel, les politiques, il ne suffit pas d'affirmer des objectifs sociaux généreux, mais avec quels moyens et quel pouvoir on le fait. Et c'est bien un enjeu, et je pense qu'il va falloir pousser, c'est-à-dire même clarifier les questions du débat. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les enjeux? Parce que ça bloque dans les têtes, on voit bien. Sinon, on va à nouveau avoir des éléments de transformation sociale affirmés, et puis ça va voler en éclats s'il se passe des choses. Et pourtant, on a besoin d'une alternative à ce gouvernement. Et donc, cette exigence de cohérence, que moi j'appelle cohérence entre les objectifs, les moyens et les pouvoirs, elle est fondamentale. Mais au-delà, l'appel, et je crois que c'est Jean-Marc qui me l'avait proposé, il ajoute l'idée de dépassement du capitalisme, et ça a plu à l'ensemble des signataires, parce qu'on voit bien qu'à travers les retraites, c'est un collecteur de tout un ensemble de choses, et ça pose des questions, à la fois toute la vie passée au travail, toute la suite, toute la relation entre travail et non-travail, le développement des personnes, le rôle du capital qu'on affirme très fort comme l'obstacle majeur. Donc, il y a besoin d'aller plus loin. Et a été avancé, je le dis tout de suite, parce que c'est à mon avis aussi un élément qui va orienter notre discussion, par Anaïs Engel quand on a eu la table ronde à l'Humanité, l'idée de lancer un processus d'assises économiques et sociales. C'est très ambitieux, hein, on est fou, mais il faut être fou. Comment ils ont fait quand en 41-42, ils se réunissaient, 1941-1942, au pire des moments noirs en disant on va pouvoir changer des choses, pas seulement faire reculer l'envahisseur, le retrait de l'envahisseur si j'ose dire, mais déjà penser à autre chose, le Conseil national de la résistance, tout ça. Ils étaient fous, et bien ils ont eu raison. Heureusement qu'ils se préparaient, parce que ça a fait lever la patte. Et donc, cette idée d'assise, elle pourrait être lancée, on en a discuté comme ça à bâton rompu, mais je le redis, à partir d'un lieu symbolique qui serait le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, ce grand hémicycle de Parlement qui devrait être la maison des citoyens, de leurs organisations syndicales, du mouvement associatif, des forces vives aussi, y compris petites entreprises, artisanat, mais aussi patronat, il veut venir, parce qu'on veut tirer les entreprises vers le bon. Le lancer à partir de là, mais non pas pour clore, mais on aurait une journée entière, peut-être, je ne sais pas, qui lance un processus qui, du coup, viendrait au contraire dans les régions, les départements, et qui pourrait remonter ensuite. Et c'est fou. Mais à mon avis, on a besoin de ça. Donc c'est autre chose que d'ailleurs le CNR clandestin dans un truc. Mais bon, ça demande... et ça peut être très enthousiasmant, ça demande du boulot, mais ça peut être très enthousiasmant. Peut-être il ne faut pas faire trop tôt, pas trop tarder. Peut-être que début mars, ça peut être quelque chose d'important. Donc, quelques mots sur l'appel, et je conclus. On demande le retrait, et on veut s'ouvre un débat pour une réforme. Le projet Macron, Delevoye, Philippe rend possible une régression chaque année. Tout est ramené à la valeur du point qui est contrôlée par en haut. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué maintenant qu'on nous parle de la conférence financement,
La discussion pour les partenaires sociaux est uniquement la discussion sur les dépenses, et les recettes, elles sont retirées de la discussion. On ne débat plus des cotisations sociales, alors que jusqu'ici, même si MEDEF refusait, il y avait débat sur les cotisations sociales. Est-ce qu'on peut les augmenter? Donc on est dans une sorte de folie, un double bind qui rend fou en psychanalyse. On dit soyez libres, dites-nous ce qu'il faut pour financer, mais pas un moyen supplémentaire, vous n'avez même pas le droit d'en discuter, même pas le droit de discuter de l'assiette. Donc c'est terrible ça. C'est pour ça qu'il faut le retrait du projet. Parce qu'on ne peut pas discuter financement avec ce projet, il enferme déjà. Et nous refusons le statu quo. Il faut ouvrir le débat, non pas pour aménager le système, mais pour développer. Denis y reviendra, mais en réalité, et Arthur, je pense aussi, on en a parlé tout à l'heure, ce qui s'est passé dans la société, bien sûr, le nombre d'actifs, relativement au nombre d'inactifs, a baissé. Hein, le nombre d'inactifs a été multiplié, le poids des inactifs a été multiplié par 3. De 1960 à 2040, il sera multiplié par 3. Mais les richesses qu'on crée, en volume, seront multipliées par 6,5. Donc 2 fois plus. Donc en réalité, il y a de la marge, mais dans les dernières périodes, ça se tend, et le capital financier est aux abois, et il veut prélever son argent, on le voit bien avec BlackRock, mais il n'y a pas que lui. Il y a vraiment l'idée de faire une retraite baissée socle, et puis ça va faire un aspirateur pour les fonds de pension, et pour les moyens pour le capital financier avec moins de dépenses. Donc, je conclus les propositions, nous disons il faut élargir l'assiette, 5 axes. Réfléchir à l'élargissement de l'assiette, notamment en faisant contribuer les revenus financiers des entreprises, qui ne contribuent pas aujourd'hui. Entrer dans une autre relation avec les entreprises, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas dire la croissance, elle tombe d'en haut. Comment le système agit dessus et ne reste pas à côté? À mon avis, c'est un des éléments de débat. Parce qu'il y a des gens qui disent, par ailleurs, il faut augmenter les salaires. Mais à mon avis, c'est une façon de fuir le débat. Comment le système, justement, doit évoluer pour ne pas avoir laissé faire cette diminution des salaires ou cette croissance financière, comment il permet sa pérennisation parce qu'il agit sur les entreprises. Il entre dans une autre relation avec les entreprises. Nous ne sommes pas contre les entreprises, en tout cas pour ma part, mais nous sommes contre leur domination par les objectifs du grand capital et de la finance. C'est des vieux mots, mais c'est vrai, le grand capital, ça existe. Je l'ai vu, je l'ai rencontré. La fois où je l'ai dit au CESE, il y avait un représentant du grand capital qui était en face de moi, et là vraiment j'ai senti que ça existe. Et vous le savez quand vous les rencontrez, les syndicalistes. Troisièmement, il faut des services publics nouveaux et des institutions de sécurisation, c'est très important, ne serait-ce que pour organiser les transitions de départ et l'entrée des jeunes, parce que on nous dit on veut faire travailler plus longtemps, mais on va en fait mettre au chômage plus longtemps les gens. Quatrièmement, il y a une question de démocratie qui est fondamentale, et j'en ai parlé avec le fait de retirer le débat sur les recettes au syndicat, c'est quand même une question, un coup de force antidémocratique profond. Et cinquièmement, il faut unifier le système, il est déjà universel. Il y aura, je pense, une intervention là-dessus, contrairement à ce qu'ils disent, ils touchent tout le monde, mais il faut une unification, eux ils nous parlent d'une uniformisation, et on peut discuter des uniformes d'ailleurs, mais en tout cas, quand il y a des inégalités, ce n'est pas une uniformisation qu'il faut, c'est au contraire, contrecarrer les inégalités dans une unification vers le haut, ce que nous disons. Et puis nous élargissons aux questions européennes et aux questions, effectivement, de dépassement de la société capitaliste, comme je l'ai dit. Nous parlerons des suites tout à l'heure. J'en ai dit il y a quelques mots, mais je préfère me taire maintenant. Alors, à qui la parole d'entre vous? Peut-être à Denis qui est le plus pressé. Et mon propos, c'était de développer un peu ce que Frédéric vient de signaler, en particulier ce paragraphe de l'appel qui commence par un intitulé « Entrer dans une autre relation avec les entreprises », avec par exemple un système de modulation des taux de cotisation. L'idée est d'essayer d'apporter au mouvement des arguments dans le débat sur le financement d'une alternative à la réforme Macron. Parce que d'un côté, on entend le gouvernement lever les bras au ciel en disant « mais vous ne vous rendez pas compte, c'est affreux, la sécurité sociale est au bord du gouffre, il faut absolument bloquer les dépenses de retraite à 14% du PIB, sinon le système va s'effondrer », ce qui est faux. Et donc des économistes, des spécialistes du sujet qui répondent immédiatement que tout ça n'est pas exact, qu'il y a des dépenses à équilibrer, mais que l'ampleur du problème n'est pas telle qu'elle justifie qu'on casse le système aujourd'hui, comme la réforme Macron est en train d'essayer de le faire, et qu'il y a d'ailleurs des réserves. Alors on cite toute une série les réserves des différentes caisses de retraite, la CADES qui va arrêter de pomper des ressources. On fait des estimations jusqu'à 150 milliards d'euros. Mais le problème, c'est qu'il est double.
c'est que 150 milliards d'euros, une fois, c'est bien, mais il faut pouvoir gérer le système pendant des années, jusqu'à très longtemps. Et deuxièmement, nous ne voulons pas seulement maintenir le système tel qu'il est. Il y a des revendications syndicales qui sont sur la table. La retraite à 60 ans, avec 75% du dernier salaire, pas salaire de pension en dessous du SMIC, tout ça, ça coûte forcément de l'argent, il faut bien aller le prendre quelque part. Et pour ça, évidemment, il faut aller plus profondément simplement que de la tuyauterie dans les différentes ressources existantes de la sécurité sociale. Et donc, nous on a essayé à l'économie politique de... Alors, c'est vraiment très embryonnaire, hein, je ne prétends pas du tout aujourd'hui présenter un chiffrage, mais on a essayé de réfléchir à ce que serait une certaine cohérence de l'ensemble des dispositifs qu'on pourrait prendre dans l'hypothèse où ce que nous disons, c'est-à-dire faire émerger une nouvelle logique de gestion des entreprises axée sur la réponse aux exigences sociales et écologiques par la même occasion, qu'est-ce que ça pourrait donner en termes d'ordre de grandeur par rapport à ce que représente l'économie française aujourd'hui et à la place de la protection sociale dans cette économie. Alors, la réponse fondamentale, elle est connue, c'est qu'il y a des gains de productivité dans notre économie, et qui vont continuer, probablement, même si l'avenir est très incertain, même sur ce plan-là aussi. Alors, on sait que le corps prévoit que le rapport nombre d'actifs sur nombre de retraités par rapport à nombre d'actifs va augmenter d'un tiers d'ici à 2040. Entre 2000 et 2040, pour être plus précis. Mais dans le même temps, le même rapport du corps prévoit une augmentation du PIB en volume de 60% au moins et probablement davantage. Ça veut donc dire qu'on va créer assez de richesses pour répondre à l'augmentation du nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs. Comptablement. Le problème, c'est que ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Et ça n'est pas en train de se passer parce qu'il y a des forces, on est les forces du capital, qui s'y opposent. Et c'est tout le sens de la réforme de Macron qui veut bloquer la part des dépenses du PIB, de retraite à 14% du PIB, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de retraités, etc. Donc, priver la population française, en particulier les retraités, des gains de productivité à venir. Et donc, nous, notre idée, c'est que précisément, c'est à ça qu'il faudrait s'attaquer. Donc, il s'agit vraiment de libérer les entreprises d'une domination qui est celle des critères de gestion capitaliste. Alors, parce qu'aujourd'hui, quand il y a des gains de productivité dans une grande entreprise liés aux nouvelles technologies, la réponse de la direction, du capital, c'est de dire aux employés dont le travail est censément supprimé parce que des machines peuvent le faire à leur place, pour simplifier exagérément le discours, c'est de dire à ces salariés, allez voir sur le marché du travail si vous êtes employable, et en attendant, vous serez chômeur. Donc c'est ça que nous n'acceptons pas, et que la société française accepte de moins en moins. Et donc, nous voulons imaginer une autre type de croissance de la productivité, une autre façon de produire. Donc l'image qui est devenue populaire, c'est de dire on veut une plus grosse part de gâteau pour les retraites, mais ça c'est possible, mais il faut quand même un gâteau plus gros, parce qu'il faut aussi une plus grosse part pour la santé, pour l'éducation, pour la recherche, etc. Mais si on fait une plus grosse part comme ça, si on changeait la recette du gâteau, non seulement on n'arrivera pas à faire un gâteau plus gros, mais en plus il sera indigeste, empoisonné, socialement, écologiquement, etc. Donc on veut d'autres critères de gestion des entreprises. Et pour ça, on compte beaucoup sur la mobilisation sociale, et celle qui est en cours, à mon sens, en fait partie. Mais il faudrait, bien sûr, aller sur une échelle beaucoup plus vaste, et donc l'ensemble du tissu social. Et d'autre part, on a évidemment des propositions de politique économique, des outils d'intervention, dont ceux qui sont évoqués, sans être détaillés dans l'appel, en particulier pénaliser l'activité financière des entreprises en exerçant un prélèvement sur les revenus financiers perçus par les entreprises, et moduler les cotisations sociales pour inciter les entreprises à prendre des décisions qui ne sacrifient pas l'emploi, les salaires, la capacité à répondre à des besoins sociaux, mais qui, à l'inverse, fassent reculer la domination des capitaux. Lugic est partie prenante de cet appel parce que nous considérons que, notamment en période de mobilisation, l'articulation entre les forces sociales et les forces politiques est fondamentale parce que la façon dont Macron veut verrouiller les choses et ancrer le fatalisme dans les têtes, c'est justement de dire il n'y a pas d'alternative. Et donc on sait que c'est ce logiciel qui nous est proposé depuis Thatcher et que Macron en est la conséquence ultime. Donc la question des alternatives, elle est déterminante justement pour amplifier le rapport de force et déverrouiller les choses dans les têtes. Et puis vous dire que le travail d'unité qui a été fait des forces de gauche
est très utile et nécessaire, et qu'on souhaite qu'il soit, enfin on espère qu'il sera amplifié dans la durée, notamment à l'occasion de la bataille parlementaire qui s'annonce. Deuxième chose, on l'a vu, la stratégie de Macron, elle a reposé essentiellement sur la stratégie des égoïsmes, à penser qu'il pourrait se débarrasser de cette mobilisation à travers des clauses du grand-père par-ci par-là ou des négociations catégorielles. Ce qui a mis en échec cette stratégie de l'égoïsme, c'est justement que ce qui est repoussé, ce qui est rejeté dans cette réforme, c'est un projet de société qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. C'est le projet de société que le Premier ministre a été obligé de dévoiler et d'assumer clairement en disant « il va falloir travailler plus longtemps ». Eh bien, désolé, à l'heure actuelle, alors que nous sommes au moment où nous vivons une révolution technologique majeure avec la révolution numérique, que l'automatisation est partout à l'œuvre avec des risques très importants, et d'ailleurs c'est pas que des risques, on le vit dans le concret, des suppressions d'emplois massives dès lors qu'il n'y a pas de réduction collective du temps de travail. Imposer encore un allongement du temps de travail, ça n'a aucun sens. Imposer encore un allongement du temps de travail à l'heure où nous sommes dans un contexte de défi environnemental très fort, ça n'a aucun sens. Imposer encore un allongement du temps de travail alors que les jeunes ont un accès à l'emploi toujours plus tardif et que à 60 ans, les 60-64 ans sont seulement un tiers à être en emploi, qui a un énorme problème de chômage des seniors, tout simplement parce que les entreprises n'en veulent pas, ça n'a aucun sens. Et je finirai par ça, allonger la durée du temps de travail quand on prétend faire de l'égalité femmes-hommes une grande cause nationale, c'est un non-sens total. Pourquoi ? Parce que quand on se place comme la CGT dans une perspective féministe, on pense au contraire que pour gagner l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut baisser le temps de travail de toutes et tous. Le temps de travail des femmes est encore bien différent du temps de travail des hommes, parce que les tâches domestiques, vous savez qu'elles sont assumées à 80% par les femmes. C'est ce qui explique que les durées de carrière sont plus faibles pour les femmes que pour les hommes. Aujourd'hui, il y a 40% des femmes qui liquident leur retraite avec une carrière incomplète. C'est pour ça que la promesse des 1 000 € de minimum de pension là, pour les femmes, c'est vraiment de nous prendre pour des quiches, puisque c'est conditionné au fait d'avoir une carrière complète, et que justement les femmes n'ont pas de carrière complète du fait des interruptions pour enfants, et donc toute réforme des retraites qui vise à allonger encore les durées de travailler est défavorable pour tout le monde, mais particulièrement pour les femmes qui ont des carrières plus courtes. Et donc nous disons, dans un horizon féministe, est-ce qu'il faut dire et imposer aux femmes et aux hommes de travailler toujours plus longtemps, ou est-ce qu'il faut réduire la durée collective du temps de travail pour permettre aux femmes de travailler un peu plus, lutter contre le sous-emploi, les temps partiels et le fait qu'un certain nombre de femmes soient contraintes de cesser leur carrière pour s'occuper des enfants, et de l'autre côté, permettre aux hommes de travailler moins pour pouvoir avoir un vrai partage domestique des tâches. Donc nous pensons que dans un horizon féministe, il faut bien sûr réduire le temps de travail sur la carrière tout entière, mais aussi bien sûr sur l'année et sur la semaine. Et puis, deuxième chose centrale qui est refusée dans ce projet de société, c'est le déclassement généralisé qu'on nous propose. Parce qu'à travers le discours sur les prétendus favorisés et l'alignement de tout le monde, l'égalité, etc., c'est bien sûr un alignement vers le bas. Et pire que ça, on l'a démontré, et je pense que là, on a réussi à convaincre, même s'il y a encore un travail à faire sur les salariés du privé, que c'était réussir à tirer encore vers le bas celles et ceux qui sont déjà au niveau le plus bas en termes de droits et de garanties collectives. Il suffit encore une fois de reprendre l'exemple des femmes. On a fait la démonstration que, contrairement au discours du gouvernement, les femmes seraient les grandes perdantes de la réforme, alors qu'elles sont déjà les grandes perdantes du système actuel, puisque les écarts de pension sont de 40%. Donc réussir à tirer encore leur situation vers le bas, il faut être champion, et c'est ce que le gouvernement a réussi. Donc un projet de déclassement généralisé et de sacrifice des jeunes générations. L'argumentation qui a été celle du gouvernement, qui est quand même très intéressante à analyser. Alors c'est vrai que c'est le nouveau monde, hein, Macron, donc il y a une forme nouvelle d'argumentation, et en tout cas ils sont très bons dans la communication. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ils n'ont pas insisté, comme aurait pu le faire la droite, et comme ils le font un petit peu maintenant avec Édouard Philippe, ils n'ont pas insisté et mis au centre de leur argumentaire la question des financements. Ils n'ont jamais dit la mine contrite, on ne peut plus financer. Alors ils le disent maintenant un petit peu avec cette histoire d'âge pivot, etc. Mais depuis 2 ans, ça n'est que justice, équité. Cette réforme va être plus juste, elle va permettre de grands progrès de l'égalité femmes-hommes, de grands progrès pour les carrières heurtées. Alors bien sûr,
je pense que dans cette salle et au-delà, on sait tous que ce sont des éléments de langage, et c'est même l'inverse de ce qu'ils font, ce qui est parfois à se frapper la tête contre les murs, hein, quand on les entend dire les carrières heurtées vont être favorisées, alors que justement ils prennent toutes les carrières et plus le meilleur, et que donc tout ce qui permet le lissage des mauvaises périodes n'existe plus dans cette réforme, quand ils osent dire que du coup ça va favoriser les carrières heurtées, on se frappe la tête contre les murs parce que c'est l'inverse qui se passe. Alors ils le disent parce qu'il y a un tout petit bout de la réforme qui va permettre effectivement, quand on fait quelques heures par-ci par-là, d'avoir quelques microscopiques points et quelques microscopiques droits à la retraite, mais tout ce qu'ils font concourt à augmenter au contraire la précarité et la précarisation des déjà plus précaires. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est vraiment cet argument sur la justice et l'équité. Finalement, moi je pense, et nous pensons, que ça vient du fait que dire aujourd'hui on ne peut plus financer, on peut pas, on n'a pas les moyens, etc., ben finalement on a un peu gagné idéologiquement, en tout cas moi j'ai envie de le croire, et c'est plus des arguments qui fonctionnent. Le fait de dire il va falloir absolument travailler plus, etc., ils le disent encore et ça fonctionne encore, hein, mais je pense qu'ils contournent cette difficulté. Et à nous, de fait, de poser la question du financement, de dire la vraie question c'est celle du financement et de les mettre face à leurs responsabilités et de dévoiler leur vrai projet qui est effectivement de reculer l'âge de la retraite et de supprimer des droits. Je voudrais très rapidement, parce que les arguments sont connus, mais réinsister hein, sur le fait que, donc, quand je disais les gens se sont saisis du projet, c'est vraiment en tant que projet de société. Et effectivement, il y a eu aussi une tentative de division et de dire ce sont des intérêts catégoriels que défendent les uns, les unes et les autres dans ce combat. Et il y a notamment la question des enseignants, hein, sur laquelle, dont la FSU, première fédération dans l'éducation nationale, nous, on a toujours dit qu'il y avait un sujet revalorisation, mais d'abord il concerne l'ensemble des personnels et pas que les enseignants. Et ensuite, effectivement, est-ce que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, et donc la revalorisation future, pour l'instant, on est quand même très dubitatif. Mais ce qui est intéressant aussi, au-delà de ça, c'est que, pourquoi les enseignants en fait ? Parce que dans d'autres corps de la fonction publique, on a gelé les salaires pour toute la fonction publique, et on a traité la question des éventuelles revalorisations à coup de primes pour les uns mais pas pour les autres, à coup de primes ici mais pas là, à coup de primes parce qu'on se refuse à requalifier les postes, donc on se refuse à payer correctement les salariés de la fonction publique, et donc on a revalorisé à coup de primes dans certains endroits seulement, et il n'y a pas que les enseignants qui bénéficient de peu d'indemnités, mais ça a été une méthode de gestion aussi dans la fonction publique, et donc aujourd'hui, le gouvernement dit, la réforme des retraites, regardez, c'est une opportunité formidable pour redessiner tout ça, pour imposer, y compris à ceux qui ont peu d'indemnités et à ceux avec qui on peut un peu moins que les autres manier la carotte et le bâton, leur dire l'an prochain, attention, hein, si vous ne vous comportez pas bien, si vous faites trop grève, etc., la prime, vous ne l'aurez pas. Si vous n'acceptez pas la tâche supplémentaire que je vous impose ici ou là, la prime, vous ne l'aurez pas. Eh bien, aujourd'hui, ce qui est sur la table, en fait, quand on dit les enseignants, ça va être que des primes, et quand nous, les syndicats, on dit plus de ne pas être tangible sous forme de prime, ça ne va pas. Ce n'est pas par position de principe, ce n'est pas une position idéologique. C'est que justement, ça renvoie à toute une conception de la fonction publique où ce qui est le cœur de la rémunération d'un fonctionnaire, c'est le salaire statutaire, hein, dans le cadre d'une grille de salaire. Et on voit là qu'il y a, à travers la réforme des retraites, une volonté aussi d'imposer autre chose sur les fonctionnaires notamment, pour les autres salariés aussi, hein, mais sur les fonctionnaires spécifiquement, parce que cette idée de progression dans une grille, avec les 6 derniers mois, où on a effectivement les meilleurs salaires et qui servent de base au calcul de la pension, et ben cette idée, elle ne va pas, parce que effectivement, progresser tranquillement dans une grille et laisser tranquillement les gens faire leur travail, ça c'est insupportable au nouveau monde de Macron, c'est-à-dire effectivement, pour Macron c'est de la routine, c'est des gens qui s'enferment dans des routines, etc. Et donc il faut les manager à coup de primes, mais encore une fois, on peut leur donner un coup, on peut ne plus leur donner, etc. Et donc il y a tout un ensemble là d'un puzzle effectivement qui se met en place, hein, sans vouloir dire que tout est dans tout, mais malgré tout il y a aussi tout un projet de société et toute une conception du statut, et on l'a vu aussi à l'occasion de la loi de transformation de la fonction publique. Cette réforme, elle est effectivement négative pour tout le monde, parce que, je disais, les 6 derniers mois dans la fonction publique, les 25 meilleures années, ça devrait être les 10 meilleures, mais
Pour nous, ce qui est important, et là aussi, c'est pas une position idéologique, c'est pas le système par points, ce serait mauvais parce que juste parce qu'il serait nouveau et parce que ce serait autre chose. C'est que aujourd'hui, on a un système qui permet de calculer des pensions selon un meilleur salaire. Et c'est l'idée qu'un retraité, il doit bénéficier du salaire, d'une continuation de son traitement, d'une continuation de sa rémunération qui correspond au meilleur niveau qu'il a atteint. Parce qu'une fois qu'il est retraité, il doit pouvoir continuer à exercer sa vie de citoyen et on doit reconnaître, la société doit reconnaître parce qu'il a cotisé, qu'il a des droits au niveau du meilleur qu'il avait atteint durant sa vie active. Et ça disparaît complètement dans le système par points. Les points, c'est plus des droits. 1 euro cotisé donne les mêmes droits, mais on ne dit pas lesquels. Quels droits on donne ? Rien n'est dit là-dessus. Ça peut être 50%, 75%, 25% de votre dernier salaire, on n'en sait plus rien et surtout ça peut varier tout le temps. Et donc effectivement, c'est une réforme qui va engendrer une incertitude totale sur le montant des pensions. On peut pas imaginer une seconde que si ce projet de loi est validé par le Conseil des ministres le 24, ensuite, lorsqu'il passe au Parlement, nous restions atones. C'est même pas envisageable pour moi. Je ne sais pas ce que ça sera. Est-ce que ce sera une nouveau temps de grève? Est-ce que ce sera des moyens, l'encerclement de l'Assemblée, les saisines des députés, des sénateurs? Peu me chaud. Je crois qu'il y a tout, et je crois que nous en sommes convaincus, le mouvement, il doit et il va continuer, même s'il prend une coloration différente. Et nous avons des semaines devant nous là-dessus. Et moi, je crois que nous avons encore besoin de labourer et d'irriguer. Je pense que, d'abord parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas convaincus. La bataille idéologique est telle qu'il y a encore des gens, et ils sont nombreux, qui ne sont pas convaincus que cette contre-réforme va être un désastre. Et 2, parce que probablement nous avons aussi un débat à avoir sur l'utilité de la grève, l'utilité de s'engager, etc. Un certain nombre de gens, on le voit bien quand même dans la fonction publique, où le soutien, la sympathie sur notre mouvement est certainement aussi fort que dans la population générale. En revanche, on n'arrive pas à avoir 60 ou 70% de grévistes ou 80% de grévistes, fût-ce sur les journées et les temps forts. Donc ça veut dire qu'il y a probablement beaucoup de gens qui se posent des questions sur l'utilité de s'engager. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va gagner, etc. Moi, je crois qu'on a besoin de labourer, d'irriguer là-dessus, et on peut le faire. Et je crois que, je voulais finir là-dessus, c'est tout l'intérêt, me semble-t-il, de l'appel et de la réunion d'aujourd'hui. C'est que je crois, c'est de pouvoir justement être un des outils, pas le seul évidemment, c'est pas l'ambition de cet appel, mais être un des outils avec ces prolongements qui va permettre justement que ce mouvement continue et qu'il s'élargisse par la conviction qu'on va gagner. Et c'est pourquoi moi je m'inscris, quand je dis moi, à la CGT Fonds Publiques, on s'inscrit complètement dans ce qui se aujourd'hui, mais demain, et nous sommes favorables aux assises, à toute initiative qui pourrait y compris être déclinée dans les territoires, parce que je crois qu'il va falloir aussi réfléchir à des déclinaisons territoriales et de proximité. Nous, on s'inscrira résolument dedans. Et juste dernier point, je pense en plus cet appel à le mérite, je l'ai dit lors de la table ronde de l'UMA, mais je le crois fondamentalement, dans le respect de ce que nous sommes chacun. Moi, je suis syndicaliste, j'ai un mandat de la CGT, etc. Et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Mais je ne suis pas, moi, dans l'idée qu'il y aura des frontières absolument étanches et qu'il faudrait que jamais on ne se parle avec les associations, avec les mouvements politiques. Et je crois que cet appel, c'est un des mérites qu'il a potentiellement de pouvoir poser de manière nouvelle, le rapport entre toutes ces forces de progrès que nous représentons les uns les autres. Moi, je ne suis pas du tout pour revenir 20 ans ou 30 ans en arrière sur, il faut bien le dire, quelques travers que nous avons connus, parfois subis les uns les autres, etc. Mais je crois, par ailleurs, que ça ne doit pas nous conduire à considérer que les forces progressistes, que les partis de gauche, que les syndicats progressistes, que les associations n'auraient rien à faire ensemble. Ça serait terrible de dire ça. Et donc je crois que cet appel, c'est aussi une possibilité de faire du nouveau ensemble, mais de le faire ensemble. Parce qu'on voit bien, ne serait-ce qu'un aspect, nous avons besoin, tous et toutes, nous avons besoin d'une traduction politique à nos luttes. Et qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles du gouvernement et d'Emmanuel Macron, on voit bien la difficulté majeure qui nous est posée tous les jours. Et donc je crois qu'il n'y a rien d'obscène ni de déplacé. Au contraire, moi je le revendique que dans le respect de ce que nous sommes les uns et les autres, nous puissions travailler ensemble à comment, encore une fois, faire valoir une société alternative de progrès.